Avec plus de 400 ans d'esclavage, comment peuvent-ils encore faire confiance à ces gens? Vraiment, c'est incroyable. Au thé pour vous, moi j'espère que vous allez bien. Moi c'est Etoun Diaby. Aujourd'hui nous allons regarder la vidéo d'une sœur à qui je rends hommage d'ailleurs, qui est extrêmement grave, mais importante à comprendre pour la communauté. J'invite au maximum de personnes de regarder cette vidéo, de la partager au maximum. Parce que nos sœurs en particulier, nos femmes, nos mères doivent savoir cela. Merci de partager, je vous en prie. C'est très important. Otep, Ouvuma. Do you believe there is such a thing as sin? Well, I think the greatest sin in the world is bringing children into the world. La femme interviewée dans cet extrait est Margaret Sanger, née en 1879 aux États-Unis. Son histoire commence dans une famille nombreuse où sa mère, épuisée par la naissance de 11 enfants et plusieurs fausses couches, lutte contre une santé fragile qui finira par l'emporter prématurément. Margaret Sanger est profondément marquée par la souffrance et les difficultés de sa grande famille. C'est ce qui la pousse à s'engager vigoureusement pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Elle travaille comme infirmière dans les quartiers pauvres de New York, où elle est confrontée quotidiennement aux conséquences tragiques des grossesses non désirées et des avortements clandestins. Ces expériences déchirantes la marquent à vie, alimentant sa détermination à changer les choses. Elle écrit ainsi en 1914 « Les femmes rebelles réclament le droit à la paresse, le droit d'être mère célibataire, le droit de détruire, le droit de créer, le droit d'aimer, le droit de vivre ». Margaret Sanger et son premier mari s'engagent activement dans la politique socialiste à l'échelle locale. Elle intègre le comité des femmes du Parti socialiste de New York, s'investit dans les actions syndicales des travailleurs industriels du monde et tisse des liens avec des intellectuels, des artistes de gauche, des socialistes et des militants sociaux. Les intérêts politiques de Sanger, son féminisme émergent et son expérience en tant qu'infirmière la conduisent à rédiger 2 séries de chroniques sur l'éducation sexuelle, intitulées « What Every Mother Should Know », ce que chaque femme devrait savoir, et « What Every Girl Should Know », tout ce qu'une fille devrait savoir. Ces chroniques paraissent dans le magazine socialiste The New York Call. Pendant son engagement auprès des immigrés de la classe ouvrière, Margaret Sanger a été témoin de la situation difficile de nombreuses femmes issues de cette classe. Elle donnait fréquemment naissance sans pour autant désirer être de nouveau mère, subissait des fausses couches et recourait à des avortements clandestins en raison du manque d'informations sur la prévention des grossesses non désirées. Plusieurs lois fédérales et nationales interdisaient la diffusion d'informations sur la contraception pour motif d'obscénité. C'est en voulant aider ces femmes que Sanger réalise l'absence d'informations sur la contraception. Les éléments précédents représentent le début de l'histoire embellie de Margaret Sanger, récit qu'elle va elle-même mettre en avant. I was what I would call a born humanitarian. I don't like to see people suffer. I don't like to see cruelty, even to this day. And in nursing, you see a great deal of cruelty and unnecessary suffering. There was a certain satisfaction in doing something that was going to alleviate the sufferings of women in particular, and I was quite a feminist at the time. Obviously. And yes, I naturally didn't want to see women take all the suffering of childbearing and of pregnancies. C'est donc pour aider les femmes en détresse que Margaret Sanger ouvre en 1916, avec sa sœur notamment, une première clinique à Brooklyn pour offrir des conseils et donner des informations sur la contraception. Les sœurs Sanger bravent la loi en distribuant des contraceptifs, ce qui leur vaut plusieurs arrestations. La médiatisation de leur procès attire une attention considérable sur Sanger et sur l'idée de la contraception, qui non seulement gagne en popularité, mais reçoit aussi le soutien de donateurs très influents, comme la célèbre famille Rockefeller.
En effet, dans les années 1920, les Rockefeller financent Sanger à hauteur de 150 000 $, ce qui équivaut à environ 2,5 millions de dollars actuels. En 1921, Sanger fonde l'organisation qui sera plus tard appelée le Planned Parenthood, littéralement le planning parental, le précurseur américain de ce qui sera appelé en France le planning familial. Aujourd'hui, le Planned Parenthood est l'une des organisations les plus subventionnées par le gouvernement américain et est présente dans le monde entier avec le programme Planned Parenthood Global qui se déploie dans 9 pays, dont 4 sont africains, les 4 autres sont situés en Amérique du Sud. Cette vidéo est le 2e épisode de la série Cible Noire où je te partage mes découvertes sur la guerre insidieuse, totale et permanente menée contre les Noirs partout dans le monde. Cette série nous révèle donc le comment, mais il reste encore à savoir pourquoi. Pourquoi cet acharnement contre les mélanodermes? Qu'avons-nous de si spécifique? Tu trouveras des réponses dans le conte graphique Kamikuro ou l'incroyable épopée de Le Mélanine, une enquête à la recherche des mystères de la substance noire. Kamikuro est l'adaptation d'un essai sur la mélanine qu'un auteur anonyme m'a envoyé. Sa lecture m'a inspiré un format aux inspirations BD, une œuvre qui réunit pour la première fois tradition ancestrale, spiritualité et science dans un conte graphique. Kamikuro est disponible en version digitale et en version papier aux éditions Essibla. Si toi aussi tu veux savoir qui tu es vraiment et comprendre ce qu'est le mélanine, le lien pour commander Kamikuro s'affiche en haut à droite et tu le trouveras aussi en dessous de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et si tu l'as déjà acheté, j'attends ton avis en commentaire. Ma tondo à tous. En hommage à sa fondatrice décédée la même année, le Planned Parenthood crée en 1966 le prix Margaret Sanger, destiné à récompenser les personnes qui agissent dans le domaine de la santé et dans l'amélioration des droits en matière de sexualité et de procréation. Parmi les lauréats figure Hillary Clinton, qui a été fièrement honorée de ce prix en 2009. It was a great privilege when I was told that I would receive this award. I admire Margaret Sanger enormously. Her courage, her tenacity, her vision. I am really in awe of her. Mais étonnamment, le Planned Parenthood a discrètement arrêté d'attribuer ce prix après 2015 sans en donner la raison. Que s'est-il passé? Le narratif donné à Sanger, la présentant comme une figure emblématique du droit des femmes et une militante de gauche préoccupée par le sort des familles démunies et immigrées, fait face à de plus en plus de remises en question, pour ne pas dire de controverses. En effet, l'histoire de l'accès à la contraception, de la légalisation de l'avortement et de tout ce qui est lié au Planned Parenthood a été soigneusement remodelé au fil du temps dans le but de correspondre à un discours plus politiquement correct, à commencer par le nom de l'organisation. Car à l'origine, Margaret Sanger avait choisi un nom bien plus explicite pour son organisation, l'American Birth Control League, l'ABCL, en français, la Ligue américaine du contrôle des naissances. The reason I call it the repackaging of Margaret Sanger is because after the Nazi regime destroyed the legitimacy of eugenics forever, they then went back and said, oh, she was just an early feminist, she was just an early supporter of family planning. No, she wasn't. Now, she was a supporter of giving IQ tests to people. She was in favor of using those IQ tests to determine who should be sterilized and who should have children. Le but ultime de Margaret Sanger n'était pas d'aider les femmes. Il était de réduire les naissances, c'est-à-dire de réduire la population. Mrs. Sanger, you have helped to spread the birth control movement not only here in the United States, but in Europe and the Orient as well. Why is birth control of such vital importance internationally? Is it just to save women suffering? Is that the only reason in your mind? Well, not entirely. The population question is a great concern today. Do you believe in sin? When I say believe, I don't mean to believe in committing sin. Do you believe there is such a thing as sin? Well, I think the greatest sin in the world is bringing children into the world that have disease from their parents, that have no chance in the world to be a human being, practically. Delinquents, prisoners, all sorts of things just marked when they're born. That, to me, is the greatest sin.
that people can commit. Margaret Sanger affirme ainsi sa conviction que le plus grand péché est de donner naissance à des enfants qu'elle ne considère presque pas comme des êtres humains si ils sont condamnés à être malades, délinquants ou prisonniers. Elle affirme donc avec certitude que ces traits sont déterminés dès la naissance. Et c'est là qu'une question cruciale se pose. Comment peut-on évaluer la présence de ces caractéristiques chez un enfant qui n'a même pas encore été conçu? En 1922, Sanger déclarait « Nous payons même et nous soumettons aux diktats d'une classe d'êtres humains en constante augmentation qui n'aurait jamais dû naître. » Cette classe d'êtres humains faisait référence aux illettrés, aux chômeurs, ou encore aux pauvres que Sanger a demandé au gouvernement américain de regrouper dans des zones spécifiques, les isolant ainsi du reste de la société, ce reste étant une population désignée comme apte, une ségrégation voulue et assumée. Alors que le Planned Parenthood est présenté comme une organisation permettant aux femmes de décider de procréer ou non, Sanger, à l'origine, ne la destinait pas à toutes les femmes. Elle s'adressait en fait aux femmes qu'elle considérait comme étant issues de classes ou de races inférieures, en dissimulant le nom de ses véritables cibles sous des appellations qui à l'époque étaient beaucoup plus acceptables, comme faibles d'esprit ou encore inaptes. Je crois personnellement en la stérilisation des faibles d'esprit, des fous et des syphilitiques. Le problème le plus urgent aujourd'hui est de limiter et de décourager la surfertilité des personnes mentalement et physiquement défectueuses. Margaret Sanger fonde en 1917 le magazine Birth Control Review afin de diffuser ses idées. Les illustrations à la une parlent d'elle-même. Une femme enchaînée à un énorme boulet sur lequel est écrit « Bébé non désiré » ou encore un homme labourant à bout de force le poids de la famille nombreuse, suivi d'un individu avec une tête ressemblant, à mon humble avis, à un singe. Dans un entretien accordé au New York Times en 1923, Sanger explique de manière limpide que, je cite, « Il s'agit de libérer et de cultiver les meilleurs éléments raciaux de notre société et de supprimer progressivement, d'éliminer et finalement d'extirper les souches défectueuses, ces mauvaises herbes humaines qui menacent l'épanouissement des plus belles fleurs de la civilisation américaine. » When she writes about human weeds, they know that it's repulsive. The left will never abandon Margaret Sanger. She's the foundation of so many of their views. Celle qui est encore considérée aujourd'hui par certaines sources comme une héroïne ayant dédié sa vie aux droits des femmes, particulièrement des femmes défavorisées, appelait ouvertement ces mêmes femmes défavorisées des mauvaises herbes humaines. Parmi ces individus qu'elle considérait comme de mauvaises herbes, un groupe est particulièrement visé par Margaret Sanger, les Noirs. En 1939, elle lance ainsi le Negro Project, dont le but officiel est de permettre aux Noirs pauvres du sud des États-Unis d'avoir accès aux services proposés par sa structure. Mais les communautés noires du Sud étaient particulièrement méfiantes envers les professionnels de santé blancs. Consciente de cela, Sanger décide d'engager le plus grand nombre possible de médecins, d'infirmières et autres spécialistes noirs pour servir d'intermédiaires et de figures de confiance, pour ne pas dire de chevaux de Troie. Ce même procédé a été utilisé à de très nombreuses reprises, notamment lors de campagnes de vaccination, d'expériences médicales racistes ou encore de projets présentés comme humanitaires. Nous en reparlerons dans de prochaines vidéos. Margaret Sanger insiste également sur l'importance des pasteurs noirs pour encourager les Africains américains à aller dans sa structure. Le travail du pasteur est également important et il devrait être formé, peut-être par la Fédération américaine de contrôle des naissances, à nos idéaux et à l'objectif que nous espérons atteindre. Nous ne voulons pas que l'on dise que nous voulons exterminer la population noire et le pasteur est l'homme qui peut redresser cette idée si elle vient à l'esprit de l'un de ses membres les plus rebelles. Extermination des Noirs. Je pense qu'on peut difficilement faire plus explicite. Mais certaines interprétations prétendent que Margaret Sanger a justement utilisé cette formule pour dire que ce n'était pas son but. Voyons maintenant ce qu'elle écrivait dans un édito d'un numéro de son journal publié en 1932. La masse des Noirs, particulièrement dans le Sud, se reproduit encore de manière insouciante et désastreuse,
avec pour résultat que l'augmentation parmi les Noirs, encore plus que parmi les Blancs, provient de cette partie de la population la moins intelligente et la moins apte, et la moins capable d'élever correctement ses enfants. Pour mener le Negro Project à bien, Margaret Sanger s'entoure de figures africaines-américaines très influentes, notamment Webb Du Bois, le fondateur de la NAACP et l'un des grands penseurs du panafricanisme. En 1940, Webb Du Bois écrit un article intitulé « Les Noirs et le contrôle des naissances », dont les propos reprennent presque mot pour mot ceux de Margaret Sanger. La masse des Noirs ignorants se reproduit encore de manière insouciante et désastreuse, de sorte que l'augmentation parmi les Noirs, encore plus que parmi les Blancs, provient de cette partie de la population la moins intelligente et la moins apte, et la moins capable d'élever correctement ses enfants. Margaret Sanger a très intelligemment maintenu une certaine ambiguïté dans ses propos, laissant planer le doute sur ses véritables intentions pour ceux qui défendent sa cause ou pour ceux qui ne saisissent pas son double langage. Cependant, elle n'a pas mené la barque du contrôle des naissances seule. Parmi ses collaborateurs figurait Lothrop Stoddart, qui a siégé au Conseil national, au Conseil d'administration de l'American Birth Control League et au comité de la première conférence américaine sur le contrôle des naissances. Il a également publié des articles dans la Birth Control Review. Stoddart occupait donc une place prédominante auprès de Margaret Sanger. Or, les sources qui le présentent sont beaucoup moins nuancées que pour elle. Je te cite la version anglaise de sa page Wikipédia. Theodore Lothrop Stoddart était un historien, journaliste, politologue et suprémaciste blanc américain. Stoddart a écrit plusieurs ouvrages prônant l'eugénisme, la suprématie blanche, le nordisme et le racisme scientifique. Les livres de Stoddart ont été largement lus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Il était membre du Ku Klux Klan qui recommandait la lecture de ses livres. Il était également membre de l'American Eugenic Society, ainsi que membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'American Birth Control League, qui deviendra plus tard la Planned Parenthood Federation of America. Les convictions racistes de Stoddart étaient particulièrement hostiles aux Noirs. Il affirmait qu'ils étaient fondamentalement différents des autres groupes, qu'ils n'avaient pas de civilisation propre et qu'ils n'avaient rien apporté au monde. Stoddart s'opposait au métissage et affirmait que les croisements avec le nègre sont uniformément fatals. Stoddart écrit de nombreux livres, dont un intitulé « La marée montante de la couleur contre la suprématie blanche mondiale », livre publié en 1921, soit un an avant la création de l'ABCL. Je te lis quelques extraits. La race blanche se divise en 3 sous-espèces principales, les nordiques, les alpines et les méditerranéennes. Ces 3 sous-espèces sont de bonnes souches, dont la valeur génétique est bien supérieure à celle des différentes races de couleur. Les peuples noirs n'ont pas de passé historique. N'ayant jamais développé de civilisation propre, ils sont pratiquement dépourvus de cette masse accumulée de croyances, de pensées et d'expériences qui rendent les Asiatiques si impénétrables et si hostiles aux influences blanches. Le nègre n'a pratiquement rien apporté. Abandonné à lui-même, il est resté un sauvage et dans le passé, il ne s'est éveillé que là où les hommes bruns ont imposé leurs idées et altéré son sang. Les forces originelles de l'Européen et de l'Asiatique ne sont pas en lui. L'homme noir est en effet nettement différencié des autres branches de l'humanité. Sa qualité principale est une vitalité animale surabondante. En cela, il surpasse largement toutes les autres races. C'est à elle qu'il doit son émotivité intense. C'est encore à elle que l'on doit son extrême fécondité, le nègre étant le plus rapide des reproducteurs. Cette vitalité débordante se manifeste de bien d'autres manières, comme la capacité du nègre à survivre aux dures conditions de l'esclavage dans lesquelles les autres races ont vite succombé. Enfin, dans les croisements ethniques, le nègre démontre de façon éclatante sa prépotence, car le sang noir, une fois entré dans un cheptel humain, semble ne plus jamais pouvoir être éliminé. Ces extraits sont une illustration magistrale de l'idéologie de la suprématie blanche qui considère les Noirs comme étant inférieurs parce qu'ils seraient les plus proches des animaux, tout en leur reconnaissant une supériorité physique et surtout génétique. C'est un élément
extrêmement important à prendre en compte pour comprendre en profondeur l'origine et le fonctionnement du racisme. Le contrôle politique, économique, social de l'élite blanche sur les populations noires ne suffit donc pas. À cela doit impérativement s'ajouter un contrôle numérique qui est le seul à pouvoir lutter contre la domination physique et génétique des Noirs. Et ensuite, c'est seulement la forme de ce contrôle qui change. En 1927, Margaret Sanger soutient une décision de la Cour suprême des États-Unis autorisant les États à stériliser de force les individus jugés inaptes, donc sans avoir besoin de leur consentement et parfois sans même qu'ils en soient informés. Cette mesure visait principalement les personnes considérées comme ayant des défauts héréditaires. Oliver Wendell Holmes Jr., juge de la Cour suprême, a justifié cette décision en déclarant « 3 générations d'imbéciles suffisent ». Cette législation américaine a joué un rôle crucial dans la défense des médecins nazis lors des procès de Nuremberg. Les accusés ont utilisé cette affaire pour justifier leur propre programme de stérilisation forcée, arguant que de telles pratiques avaient été ordonnées par les lois américaines. En conséquence, plusieurs médecins nazis ont été acquittés ou ont vu leur peine réduite en raison de cette défense. En résumé, la propre justice des États-Unis, qui se considère toujours comme les défenseurs du bien et les sauveurs du monde, a servi de défense pour des acteurs majeurs du régime nazi, qui est encore aujourd'hui considéré comme le mal absolu. Mais si ce n'était que ça. En vérité, les politiques américaines, que Margaret Sanger a soit soutenues, soit même proposées, comme notamment la décision de la Cour suprême de stériliser de force, ont en fait directement influencé le régime nazi. En effet, en 1927, la même année que cette décision de la Cour suprême américaine, Margaret Sanger organise une conférence en Suisse intitulée la World Population Conference, la conférence sur la population mondiale. Financé notamment par les Rockefeller, cet événement a pour but, en substance, de parler de la menace de l'augmentation de la population mondiale. Cette conférence est la première d'une longue série dont une partie sera financée et organisée par les Nations Unies. En 1920, il est estimé que le nombre d'êtres humains est de moins de 2 milliards. Si on part du principe que les calculs et les données sont justes, moi j'avoue que j'ai de gros doutes. Mais il y a déjà, à cette époque, des personnes qui se réunissent en grande pompe pour prévenir d'une surpopulation imminente avec des arguments qui agitent les risques de famine ou de pauvreté. Et ces arguments sont toujours les mêmes aujourd'hui. Do you feel that birth control is essential to keep millions of people across the world from starving? Well, I think the birth control, if you keep your population more or less static until you pick up your resources, certainly you'll keep them prevent their starving. Maintenant que tu sais comment Margaret Sanger considérait les pauvres, tu sais que leurs conditions de vie étaient le cadet de ses soucis. Encore une fois, elle enrobe son discours d'un prétendu humanisme pour propager insidieusement son idéologie et sa solution, le contrôle des naissances, afin de réduire les populations qu'elle considère comme indésirables. La conférence mondiale sur la population de 1927 a réuni plus d'une centaine de délégués venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Parmi les participants se trouvait un scientifique allemand du nom d'Eugen Fischer. Ce dernier deviendra plus tard une figure très influente et un membre éminent du parti nazi. En effet, les idées et les méthodes de Fischer ont fourni une prétendue base scientifique à l'idéologie de la supériorité raciale aryenne et à la persécution systématique des autres races. Ces résultats proviennent d'expérimentations menées dans les camps de concentration Herero et Nama en Namibie, un sujet encore peu connu que nous aborderons plus en détail dans une prochaine vidéo. Les travaux de Margaret Sanger ont donc été repris et adaptés par le Troisième Reich, qui a mis en œuvre ces recommandations de manière concrète, explicite et assumée. En plus des stérilisations forcées, les nazis interdisent l'avortement aux femmes aryennes, tout en le permettant pour les femmes appartenant à des groupes raciaux
considérés comme inférieurs. L'influence sur le régime nazi de l'idéologie et des pratiques prônées par Margaret Sanger est telle que, après la Seconde Guerre mondiale, elle et ses collaborateurs vont décider de changer le nom de leur organisation. L'American Birth Control League devient le Planned Parenthood, dont le nom est beaucoup moins controversé que le précédent. Tous les Américains blancs s'accordent à dire que si le noir doit être éliminé, il doit l'être lentement, afin de ne pas blesser les noirs encore en vie. La violence dirigée contre les noirs, qu'elle prenne la forme de l'esclavage, de massacre ou encore de ségrégation, n'a pas montré ses preuves. C'est trop explicite. Qui plus est, elle donne une très mauvaise image à la population blanche en général. Il faut quelque chose de plus efficace, quelque chose de plus subtil, de plus accepté, voire de plus valorisant. Une extermination douce, discrète, qui sera demandée par les cibles elles-mêmes. Margaret Sanger ouvre en 1923 la première clinique légale du contrôle des naissances. À sa mort en 1966, une centaine de centres du Planned Parenthood étaient ouverts partout aux États-Unis et offraient officiellement des renseignements et des solutions pour la contraception. En 1973, l'avortement devient légal dans tout le pays, offrant aux femmes le droit constitutionnel d'avorter. Aujourd'hui, le Planned Parenthood est la première structure américaine en nombre d'avortements pratiqués. Environ 40% des avortements aux États-Unis sont réalisés dans une de leurs cliniques. Avant la légalisation de l'avortement, il était estimé que 80% des femmes qui avortaient aux États-Unis étaient blanches. Mais depuis sa légalisation, un retournement très étrange s'est produit. Alors que les Noirs représentent environ 12% de la population américaine, ce sont pourtant les femmes noires qui arrivent toujours en tête du nombre d'avortements, 41% en 2021. Un fœtus noir a 4 à 5 fois plus de risques qu'un fœtus blanc d'être avorté. Depuis sa légalisation en 1973, le nombre d'avortements chez les Africains américains représente un tiers de sa population totale actuelle. Je répète, en 50 ans, la totalité du nombre d'avortements chez les Africains américains représente un tiers de sa population actuelle. Margaret Sanger a peut-être perdu de sa renommée, mais son but, lui, a bien été atteint. Je dois préciser bien sûr que cette vidéo et toutes celles qui vont suivre n'ont absolument pas pour but de dénoncer ou critiquer les femmes qui ont recours à l'avortement, ni même à critiquer ou dénoncer l'avortement en tant que tel. Je sais que ce genre de discours ne va pas plaire à tout le monde, mais je reste toujours convaincue que, dans certains cas, il est préférable de ne pas amener une nouvelle vie sur cette terre. En revanche, par ces vidéos, j'informe et je dénonce une orientation spécifique donnée à l'avortement qui est insidieusement utilisée pour servir un objectif qui n'a rien à voir avec celui qui est présenté. Dans la prochaine vidéo, on découvre comment les projets racistes de Sanger, sous couvert de justice sociale ou de féminisme, ont pu autant impacter la démographie des États-Unis et donc particulièrement impacter la démographie des Africains américains. La propagande du Planned Parenthood, soutenue par ses alliés politiques, économiques, médiatiques, est encore aujourd'hui d'une efficacité redoutable malgré les alertes lancées très tôt par de nombreux Africains américains. On en parle aussi dans la prochaine vidéo et on répond à une question qui est rarement posée. Qu'est-ce que les cliniques font des fœtus avortés? Oui, parce qu'ils font quelque chose avec. Au fait, Margaret Sanger a eu 3 enfants, dont 2 qui sont allés jusqu'à l'âge adulte et qui lui ont donné 8 petits-enfants au total. Après avoir vu cette vidéo, cette phrase n'a jamais été aussi vraie que mon peuple périt faute de connaissances. Parce que malgré tout, on constate ici que beaucoup de gens dans notre communauté en fait adhèrent à des idéologies qu'ils ne comprennent absolument pas. Et malheureusement, tu as toujours des gens qui vont venir débattre sur des choses qu'ils pensent maîtriser alors qu'ils ne les maîtrisent pas du tout. Je parle ici du féminisme. Parce que nos sœurs qui sont à fond dans ces choses-là, mais ne comprennent pas en fait que ces choses-là sont faites pour les détruire elles
en particulier. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, avoir compris en fait des enjeux, elles vont changer, elles vont remettre un petit peu en question les idéologies qu'elles ont embrassées en fait, sans se poser trop de questions, juste par émotion malheureusement. Et c'est valable pour les hommes également. Je vous laisse commenter. Otep Ouvma. Abonnez-vous.